Bonjour, merci de vous joindre à nous pour ce nouveau numéro de votre émission sur la chaise. Aujourd'hui, nous parlons de la nécessité de la révision de certaines dispositions de la loi portant à protection des défenseurs des droits de l'homme. Pour en parler aujourd'hui, nous recevons sur ces plateaux celui qu'on appelle affectueusement l'avocat vert. Vous êtes de l'ACDH, oui. Olivier Ndolé. Nous disons bonjour et bienvenue sur la chaise. Merci beaucoup pour l'invitation. Aujourd'hui, nous parlons de ces grands sujets qui font l'actualité d'ailleurs dans les chefs des défenseurs des droits humains. Vous avez même animé des points de presse ici au Nord Kivu pour faire entendre la voix des défenseurs des droits humains. Parlez-nous un peu de cette nécessité de la révision de certaines dispositions de la loi portant protection des défenseurs des droits de l'homme. Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je vous remercie encore une fois de cette opportunité qui m'est offerte pour parler de ce sujet, parce qu'il s'agit d'une question d'intérêt public, pas seulement pour les défenseurs, mais aussi c'est pour tous les acteurs qui sont en train de contribuer sur les questions liées aux droits et libertés en République démocratique du Congo. Comme vous le savez, cette loi portant protection et responsabilité des défenseurs des droits de l'homme en République démocratique du Congo, c'est une des réponses par rapport aux revendications, aux demandes qui ont été formulées à la suite de plusieurs cas d'assassinat, plusieurs cas de tuerie, d'arrestation, de détention illégale, de criminalisation et même de déportation des défenseurs des droits de l'homme. Certains ont même décidé de s'exiler. Et le point culminant par rapport à cette demande, des faits qui ont présidé à cette demande, c'était l'assassinat de nos regrettés Floribert Chebeya et Fidel Bazana, qui avaient été assassinés. Et à la suite de cet assassinat, il fallait mener un débat entre les chancelleries, mais aussi les gouvernements et les défenseurs. Et à la suite de ces débats, il fallait proposer quelque chose pour solution, pour arrêter cette hémorragie, pour arrêter toutes ces morts, pour arrêter, si vous voulez, l'écoulement du sang des défenseurs à la suite de leurs activités. C'est comme ça qu'il y a eu donc une proposition selon laquelle il fallait une loi qui les protège, qui les sécurise contre toutes ces violations. Et c'est comme ça que le processus a commencé. Il y a eu plusieurs péripéties, c'est vrai, mais après plus de 10 ans, la loi a été adoptée et promulguée. Mais à la suite, si vous voulez, de cette promulgation et insertion au journal officiel, il y a eu des faits et des situations dans le contenu de la loi qui nous poussent actuellement, encore une fois, de continuer à revendiquer pour que nous puissions avoir le cadre juridique idéal qui protège réellement et qui sécurise les défenseurs des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Voilà donc la loi a été promulguée, comme venait de le dire, ouais. Mais qu'est-ce qui pêche dans les fonds même? Parce que vous pensez que ce défenseur des droits humains, des droits de l'homme n'est pas protégé. Qu'est-ce qui pêche encore dans cette loi que vous avez milité pour que cette loi soit promulguée, et vous revenez encore pour demander plus? Oui, ce qui pêche peut-être avant d'y arriver, mais il faut comprendre que tout processus législatif commence à 3 étapes, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit d'élaboration d'une politique publique, il y a, quel que soit le secteur, il y a, si vous voulez, l'élaboration, c'est-à-dire la légifération. On est en train de légiférer une loi, et puis il y a la mise en œuvre et il y a la révision. Parce que la loi, c'est une œuvre humaine, et au fil, il y a des imperfections qui peuvent soit liées, soit à l'échelle du temps, soit par rapport au contexte, par rapport soit à des événements émergents qui arrivent et qui font qu'il faut revisiter la loi. Mais dans les cas d'espèce par rapport à cette loi, il y a donc des éléments très, très importants qui mettent même à mal l'aspect protection. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir une loi où on écrit loi portant protection, mais il faut aussi que même dans les contenus de cette loi, on sent
qu'il y a quand même une protection. C'est comme lesquels, là, les éléments que vous parlez? Oui, les éléments que je parle, quand vous lisez par exemple l'exposé des motifs et même, si vous voulez, la motivation de la loi, on donne les éléments que je viens de vous donner, c'est-à-dire il y a eu beaucoup de meurtres, d'assassinats, tout ça, et que... On essaie de motiver. Voilà, la motivation par rapport à l'exposé des motifs démontre vraiment un contexte ténébreux, un contexte, si vous voulez, douloureux de travail des défenseurs des droits de l'homme, et on chute en démontrant que pour pallier à tous ces problèmes, on veut légiférer. Mais quand vous allez toujours dans cette loi, quand vous allez au niveau par exemple de l'article 2, l'article 3, l'article 7 et l'article 11, on pose des conditionnalités. Des conditionnalités selon lesquelles pour être par exemple défenseur des droits de l'homme, il faut s'enregistrer. Pour être reconnu comme défenseur des droits de l'homme, on a l'obligation de déposer les rapports annuels et également on conditionne l'exercice des droits et libertés qui sont contenus dans cette loi-là par un arrêté qui sera pris par les ministères ayant en charge la question des droits de l'homme et de la justice. C'est-à-dire, il y a des droits qui sont là, qui sont reconnus, des libertés qui sont reconnues, mais qui sont conditionnés, c'est-à-dire il doit y avoir un arrêté qui définit l'exercice, les modalités d'exercice. C'est-à-dire, ce sont des droits, des libertés qui sont là, mais dont actuellement on ne sait pas exercer ces droits-là. Mais par contre, quand vous allez au niveau de l'article 26, 27 et 28, on érige, on définit d'abord, on insère des infractions qui sont déjà prévues dans le code pénal ordinaire et même dans le code pénal militaire qui existe. Et curieusement, on donne aussi quelques styles, donc des infractions qui ne sont pas intelligibles, parce que quand on dit par exemple, il y a des termes, des terminologies, par exemple, violence verbale, violence verbale, on se dit quand on parle de violence verbale, il s'agit de quoi? On parle par exemple de dénonciation calomnieuse et imputation dommageable. On se dit avec tout ce que les défenseurs des droits humains sont à la première ligne toujours pour condamner, pour dénoncer. Voilà. Mais quand il y a déjà des dispositifs qui renvoient à... Voilà. Au code, ça ne renvoie même pas au code pénal, mais on érige cela en infraction avec des peines. Donc, il est prévu des peines très lourdes. C'est vrai, il y a des peines aussi contre ceux qui agressent les défenseurs, mais maladroitement, on ne sait pas comprendre comment une loi qui veut protéger une catégorie déjà, une catégorie qui a fait, par rapport à l'exposé des motifs, qui a fait pendant longtemps à des cas d'assassinat, à des cas d'arrestation, à des cas de procès uniques, à des cas de poursuites ou de criminalisation, mais la même loi criminalise cette même catégorie. Celui qu'on protège, voilà, dans la même loi. Ce qui est anormal. Mais dites-nous un peu, Maître Olivier Ndole, vous avez milité pour que cette loi soit promulguée. Ouais. Vous avez participé peut-être, on ne sait pas, à l'élaboration de cette loi, où vous avez proposé certains éléments constitutifs de cette loi. Dites-nous, jusqu'à ce que cette loi soit en dur, pour que ça soit promulgué, est-ce que vous n'avez pas vu certains éléments qui étaient comme... de pieds d'ambiche pour qu'aujourd'hui vous reveniez pour nous dire qu'il faut encore revisiter cette loi? Exactement, nous avons eu, c'est vrai, nous n'étions pas dans les, si vous voulez, les groupes de travail pour l'élaboration. Il y avait d'autres organisations qui nous représentaient, notamment par exemple pour le Nord Kivu, il y avait l'organisation CER Soué, la coalition Soué, il y avait des organisations comme PI et d'autres organisations internationales qui ont fait un travail exceptionnel pendant les 10 ans pour le suivi de cette loi-là. Et nous, comme défenseurs de l'environnement, on avait adressé une note de position par rapport déjà à la proposition, parce qu'il y avait déjà des définitions et des éléments qui n'étaient pas clairs par rapport surtout aux défenseurs de l'environnement, parce que comme vous le savez, plus de 80% des défenseurs de l'environnement, ce sont des gens qui n'ont pas étudié,
ce sont des gens qui ne savent pas ni lire ni écrire, ce sont des gens qui vivent dans les milieux ruraux. Et ces gens-là donnent un travail exceptionnel par rapport à la sauvegarde sociale, par rapport à la protection de la planète. Ce sont des gens qui sont à côté des rivières, à côté des lacs, à côté, si vous voulez, des puits, des minéraux stratégiques, à côté de nos forêts, juste pour protéger cette nature-là. Ils n'ont pas besoin des études exceptionnelles. Ils n'ont pas besoin, si vous voulez, d'un niveau social ou d'une richesse exceptionnelle. Mais ils sont en train de donner le meilleur d'eux-mêmes au prix de leur sang, au prix de leur vie. Nombreux ont été assassinés vers Kishiché, ont été tués. Mais c'est eux qui ont donné l'information par rapport à ce qui se passe à Kishiché. Ce ne sont pas nous qui avons étudié. Nous sommes en ville, nous voyageons, nous sommes peut-être à Kinshasa. Mais ceux qui nous donnent les informations, ce sont ces paysans-là. Ils sont des milliers, ils ont payé les coûts par rapport à ce travail-là. C'est-à-dire, dans une législation où on définit les critériums pour être un défenseur des droits de l'homme, là où on met déjà des questions de rapport, des gens qui n'ont pas accès à l'internet, des gens qui ne savent même pas manipuler soit même les téléphones, mais qui ont leur manière pour communiquer, pour rapporter. Et pour nous, on s'est dit, c'est vrai, on pouvait même s'arrêter à ces conditions-là. Mais si déjà au niveau de l'article 27, on érige cela à des infractions, nous ne sommes pas quand même satisfaits par rapport à cela. Parce que à quoi? Parce que quand on parle de l'infraction, il faut avoir troublé l'ordre public. Quelqu'un qui n'a pas déposé un rapport, à quoi cela constitue un trouble à l'ordre public? Quelqu'un qui n'est pas à mesure du fait qu'il n'est pas, sur le plan intellectuel, il ne sait pas écrire, il ne sait pas soit rédiger, donc il ne saura pas déposer. Quelqu'un qui est dans les faits faux vers Kamituga, vers, je dirais peut-être vers Manono, dans les puits, il est en train de se battre contre les entreprises chinoises qui sont en train de piller, qui sont en train de détruire l'environnement. Mais vous allez lui dire d'aller s'enregistrer devant la Commission nationale des droits de l'homme à Kinshasa ou soit à Lubumbashi pour gagner quoi? Il fait ce travail-là. Peut-être qu'il n'a jamais foulé même le pied dans le chef-lieu de sa province. Oui, il donne un travail exceptionnel par amour. Il n'attend même pas de financement. Nombreux de ces défenseurs-là ne savent même pas écrire une proposition en termes, par exemple, de projets. Ils sont amoureux de leur population, amoureux de leur nature, ils défendent, et c'est pour cette raison qu'ils se donnent à cela. Dites-nous, c'est un combat déjà que vous lancez parce qu'il faut voir clair dans cette loi qui protège les défenseurs des droits de l'homme. Où en êtes-vous pour l'instant? Pour l'instant, je pense que c'est vrai, c'est un combat parce que c'est notre travail, mais je pense que c'est une demande. Nous avons ces droits-là de proposer, de solliciter auprès de notre gouvernement qui a reconnu que nous étions dans une situation très difficile pour défendre les droits de l'homme et qu'il fallait un cadre qui nous protège. Du moment où nous nous retrouvons devant une loi qui ne nous protège pas, c'est de notre droit et d'ailleurs obligation pour solliciter encore le même gouvernement, le même parlement, que voilà, vous nous avez donné une loi, c'est-à-dire vous nous avez donné une protection par la main droite, mais vous l'avez arraché par la main gauche à travers les 3 dispositions qui sont répressives. Et donc, vous pouvez encore une fois reformuler pour nous garantir cette protection. C'est pour cette raison que déjà en 2023, vers le mois d'octobre, j'avais introduit une requête en inconstitutionnalité devant la Cour constitutionnelle qui a réceptionné cette requête et qui, à mon sens, à travers notre constitution et même si vous voulez, nos lois qui régissent le fonctionnement de la Cour constitutionnelle ont l'obligation d'analyser et de se prononcer par rapport à l'inconstitutionnalité de ces articles-là. Il s'agit, c'est-à-dire de l'article 2, l'article 7, 11, et puis vous couplez avec les articles répressifs qui sont 26, 27 et 28. Et ce qui est grave, c'est que
non seulement on définit certaines infractions de manière inintelligible, mais aussi certaines peines, parce qu'on ne pouvait qu'accepter si cette loi-là, les peines qui sont prévues dans cette loi, étaient des peines légères que les peines qui sont prévues dans le code pénal. Mais par contre, ce sont des peines qui sont plus sévères que celles prévues dans le code pénal ordinaire. Quand je prends par exemple la diffamation, les injures et tout ça, quand vous allez par exemple certaines infractions, on prévoit entre 6 mois, 6 mois et 1 année, mais dans la loi, c'est presque 3 ans. Au-delà même de ce qui est prévu dans le code pénal. Merci, Maître Olivier Ndolé. Oui. En fait, je ne sais pas recevoir Maître Ndolé sur ce plateau sans pour autant poser cette dernière question de cette émission. Maître Olivier Ndolé, on parle de la guerre ici à l'est de la République démocratique du Congo. Quelles sont les conséquences de cette guerre sur l'environnement? Je pense que les conséquences sont désastreuses et nous sommes en train de les vivre actuellement. Comme vous le savez, quand vous allez non seulement par rapport, par exemple, au parc national de Virunga, qui est, si vous voulez, l'un des écosystèmes que nous avons, vous allez voir qu'il y a une déforestation qui dévore la forêt du parc national de Virunga. Quand vous allez, par exemple, dans les cas de déplacés, il y a nos compatriotes qui sont entrés, on a enterré des centaines de compatriotes. Tout ça, ce sont des conséquences par rapport à la guerre. Nombreux sont, c'est vrai, ceux qui ont tombé à cause, si vous voulez, de la guerre, mais d'autres aussi sont en train de mourir dans les cas de déplacés à cause des conditions en termes, si vous voulez, de justice environnementale désastreuses. Il y a aussi, par exemple, la question des pillages des minerais stratégiques. Parce qu'actuellement, la guerre qui se voit ici, il y a aussi cette question des minerais stratégiques. La guerre de minerais. Voilà, la question des minerais. Et quand vous parlez des minerais stratégiques, il y a une dimension environnementale importante. Non seulement par rapport à l'exploitation, mais aussi par rapport à la protection des forêts. Parce que ces minerais ne sont pas dans l'air, sont dans des champs des communautés locales, sont dans des forêts qui sont des solutions par rapport, si vous voulez, à la question climatique. Et donc la guerre pèse et fait payer l'environnement aux conséquences incalculables. Il y a aussi la question de circulation des armes légères et petits calibres dans tous les écosystèmes. Quand vous allez par exemple au niveau du lac Édouard, ce sont les groupes armés qui font la loi. Quand vous allez dans les parcs, c'est vraiment un déboisement qui ne parle pas de son nom, où les gens ont érigé des champs, où les gens sont en train d'ériger des... si vous voulez, des questions en termes d'exploitation des braises. Et tout ça, c'est pour financer encore la guerre qui ne fait que couler le sang de nos compatriotes. Et donc, ce sont des conséquences incalculables qui pèsent non seulement sur l'économie, sur la forêt, mais aussi sur même les règlements climatiques et pourquoi pas même sur la sécurité alimentaire. Merci, Maître Olivier Ndolé. Le plaisir était pour nous de vous recevoir sur la chaise. Nous disons merci de répondre favorablement à notre invitation aujourd'hui. C'est à moi de vous remercier, monsieur le journaliste. Très chers téléspectateurs, on se retrouve à la prochaine pour un autre numéro. Portez-vous bien. Ciao. Merci.